Madame la Présidente de cette honorable assistance, j'ai à vous présenter aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. L'enfant, c'est le droit universel. Le monde fête aujourd'hui la Journée internationale des droits de l'enfance instituée par les Nations Unies en 1989. L'Algérie ayant ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant célèbre cette journée par l'organisation d'activités culturelles, sociales, multiples, dans le but d'attirer plus d'attention sur l'éducation, la santé et le bien-être. À ce titre, je tiens à vous informer que ce n'est pas à travers le monde que la journée du 1er juin est désignée comme Journée internationale de l'enfance. Il y a les pays occidentaux qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Ils la fêtent le 20 novembre. Et je vais vous développer un petit peu le sujet à ce titre. Du point de vue historique, en 1925, à Genève, s'est tenue une conférence mondiale pour la protection de l'enfance. C'était juste après la Première Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, la Fédération démocratique internationale des femmes, constituée des pays du pacte de Varsovie, c'est-à-dire les pays du bloc Est, du bloc de l'Union soviétique, se sont réunis le 1er juin pour instituer une journée de protection de l'enfance en rappel aux 88 enfants tués dans le village tchèque de Lidis en juin 1942 au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1954 que les Nations Unies, lors de leur Assemblée générale et dans sa résolution 836, vu la situation désastreuse des enfants à travers le monde après la Deuxième Guerre mondiale, vu que les pays du bloc Est se sont réunis pour instituer une journée, donc en 1954, l'ONU, l'Assemblée générale, recommande qu'à date de 1956, tous les pays instituent une journée mondiale de l'enfance, qui sera consacrée à la fraternité, à la compréhension entre les enfants à travers le monde, et invite les organisations culturelles, professionnelles, des femmes sociales, d'assistance sociale, ouvrières, etc., à participer activement à la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, sans pour autant en fixer un jour. Ici commence l'aspect politique de la question. La journée a été décidée au 49 et 1er juin, mais en 1954, à l'Assemblée générale, la date n'est pas encore fixée. Donc chaque pays a sa propre date de célébration de cette journée. En 1959, l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie encore une fois pour la déclaration des droits de l'enfant, et ce fut le 20 novembre 1959. Voilà, déjà, on assiste ici à une dichotomie entre le 1er juin décidé par le bloc Est et le 20 novembre décidé par le bloc Ouest, mais diligenté par l'Assemblée générale des Nations Unies. En 1949 et 89, dans sa résolution 44-25, le 20 novembre encore, l'Assemblée générale des Nations Unies, constatant avec une profonde préoccupation que dans de nombreuses régions du monde, y compris après la guerre d'Algérie, il faut le rappeler, la situation des enfants demeure critique en raison des conditions sociales. Il sera désiré les catastrophes naturelles, les conflits armés, l'exploitation des enfants, l'analphabétisme, la faim, les infirmités, et convaincu encore de la nécessité de mener d'urgence une action nationale et internationale efficace, l'action internationale décidée par l'ONU provoque des décisions au niveau national de chaque pays signataire et qui est ratifié la Convention et qui le fait par obligation. Et conscient de l'importance du rôle du Fonds des Nations Unies, parce que ce fonds participe à mettre en place des dispositifs au niveau des différents pays pour faire célébrer, entre autres, les droits de l'enfant dans chaque pays. Le Fonds des Nations Unies et l'organisation ont à jouer pour ce qui est de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Et à ce jour, au 89 et 20 novembre, par la résolution 44-25, l'adoption et la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, appelée aussi Convention CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant, et fixe le 20 novembre comme journée internationale des droits de l'enfant. Donc ça a été fixé le 20 novembre, parallèlement au 1er juin qui a été fixé par d'autres pays. J'ai mis un astérix ici pour me rappeler une chose, que le seul pays au monde qui n'a pas ratifié cette convention, ce sont les États-Unis d'Amérique, jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Et ça laisse pas mal de commentaires. Voilà, ici c'est un tableau que j'ai tiré de Wikipédia qui montre quelques pays avec la date de la célébration de la journée. L'Algérie c'est le 1er juin, l'Allemagne c'est le 20 septembre, etc., etc. Que contient cette Convention internationale des droits de l'enfant? Elle contient 54 articles, dont le premier définit l'enfant. C'est quoi l'enfant? C'est tout être humain âgé d'au moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable en fonction des différents pays. Mais parallèlement à cette définition législative qui entre dans le cadre juridique, en matière de médecine, l'enfant s'arrête à l'âge de 16 ans. En pédiatrie, l'enfant est pris en charge jusqu'à l'âge de 16 ans. Après 16 ans, en médecine, l'enfant est considéré comme adulte. En revanche, au niveau du côté légaliste et législatif, l'enfant c'est de 0 le premier jour jusqu'à 18 ans d'âge. Et dans ce contenu de cette Convention internationale des droits de l'enfant, qui contient 54 articles, elle s'est basée sur un certain nombre de principes directeurs. Les 4 principes importants sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la survie et au développement et le droit à l'éducation. C'est sur 4 principes que l'UNICEF a développé ses droits sur les 10 points suivants. Le droit d'avoir un nom, une nationalité et une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies, avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit de ne pas faire la guerre ni la subir, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit de liberté d'information, d'expression et de participation, et le droit d'avoir une famille et être entouré et aimé. Donc, ces 10 points, le groupe rassemble un petit peu tous les droits que l'enfant peut disposer pour vivre de façon décente d'une année jusqu'à 18 ans d'âge. Suite à cela, avec le développement de la société et les différents modes de vie, des protocoles facultatifs ont été additionnés à cette convention, dont je cite protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés. Il y a des pays où les enfants sont recrutés et ils font la guerre. Ils font la guerre et le subissent aussi. C'est incroyable, mais ça existe quand même. La vente des enfants, soit par un travail forcé, soit par un prélèvement d'organes, adoption illégale, la prostitution, etc. Les procédures, à ce moment, la Convention internationale des droits de l'enfant a institué une procédure internationale de dépôt de plainte pour violation de ces droits auprès d'un comité des droits des enfants au niveau de l'ONU. C'est-à-dire un seul enfant peut avoir des avocats et déposer une plainte contre des sévices ou bien contre certaines atteintes à ces droits, compte tenu de la Convention internationale des droits de l'enfant. En Algérie, par progression du niveau international au niveau national, l'Algérie directement a pris pas mal de décisions concernant les droits de l'enfant. Je cite l'article 72 de la Constitution qui stipule que les droits de l'enfant et de la famille sont protégés par l'État. Que la loi 15-12 sur l'enfance a consacré une protection élargie pour les enfants. Et encore, la création de l'organe national de protection et de la promotion de l'enfance, placé auprès du premier ministère pour donner plus d'importance et d'action. Et ce qui vise à la protection et l'épanouissement de l'enfance. D'où, je cite quelques exemples, la gratuité, l'obligation de l'éducation de la scolarisation, la gratuité des soins médicaux, la protection contre la maltraitance et toute forme d'exploitation, la mise en place de mécanismes pour faciliter le signalement des atteintes aux droits de l'enfant ou demande d'assistance. Un numéro vert a été placé, c'est le 1111, pour appeler directement l'OMPPE. Et un programme de vaccination obligatoire selon le programme établi soit au niveau scolaire, soit en droit, et en plus la création de juridictions de mineurs. Et ceci n'est que quelques paramètres pour justifier un petit peu la prise en charge des droits de l'enfant au niveau de l'Algérie. Cependant, une
une disparité, quelques insuffisances persistent, il faut le dire. Il y a une disparité zonale. La mise en place des moyens humains, matériels et organisationnels pour mettre en place toute cette protection et l'épanouissement de l'enfance sur le territoire national reste un petit peu non homogène. D'où l'intérêt de faire développer encore plus les actions concernant le taux de mortalité infantile, le taux d'analphabétisme, la scolarisation, la couverture sanitaire, qui n'est pas réellement homogène sur tout le territoire national. Les villes du Nord sont plus nantis que les villes du Sud, par exemple. Je passe maintenant à un deuxième volet qui est la santé de l'enfant. Je dois obligatoirement vous informer de quelques repères standards. Les repères standards sont des repères internationaux et sont importants à prendre en considération pour la mise en place de n'importe quelle politique de santé pour la couverture sanitaire, particulièrement de l'enfance. Donc, si on n'a pas de repères internationaux évalués et standardisés par des sociétés savantes dans le domaine, avec des retombées sur le niveau familial, les repères sont importants. Sinon, on ne peut pas naviguer à vue. Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Déjà, c'est la définition standard de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, la santé? Les besoins et problèmes de santé et de développement changent à mesure que l'enfant grandit. L'enfant, ce n'est pas un être humain qui s'arrête. Donc, de 1 an jusqu'à 18 ans, c'était un bébé, il devient un homme. Ou bien c'était une enfant, elle devient une femme. Donc, cette évolution dans l'âge exige un développement et un besoin plus important au fur et à mesure du développement de l'être humain. Les normes de croissance élaborées par l'OMS en collaboration avec l'UNICEF constituent aussi des repères fondamentaux dans le suivi de la croissance de l'enfant, normalement développement staturo-pondéral. À ce moment, lorsque les pays prennent en charge ou bien prennent comme norme standard de mise en place de certaines politiques de santé au niveau du pays, ceci dépend aussi des capacités de développement du pays d'une part et la volonté de pouvoir de développement de la jeunesse. Dans ce cas, si on peut appliquer les normes comme telles, c'est un gain important, mais ceci nécessite des programmes, de la finance et des priorités politiques très importantes. Cela entraîne soit des déficiences, soit des insuffisances, soit un report de programme qui devrait être fait au moment opportun. Ça, ce sont des repères importants à prendre en considération pour l'élaboration de programmes ou de plans d'action organisationnelle et politique au niveau national. Voilà, globalement, j'ai schématisé ici le développement de l'enfant depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Je l'ai divisé en 3 parties, plus ou moins. On peut le scinder encore plus, mais globalement, ces 3 parties, ces 3 phases suffisent pour mettre en place des programmes efficients. Avant 3 ans, l'enfant est appelé soit un adolescent, soit un enfant de bas âge. Ça, c'est un titre. Et à cet âge, on doit mettre en place des programmes de lutte contre la mortalité infantile, des programmes de nutrition, des programmes de vaccination, des programmes de prévention, d'éducation et de prévention maternelle et infantile. Et tous ces programmes, ça sont des plans d'action très importants et très lourds à mettre en place. Ça demande beaucoup de ressources humaines bien formées, beaucoup de moyens organisationnels, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'équipements et beaucoup d'argent. Donc, ça nécessite, chaque programme a tout un ensemble de plans d'action à mettre en œuvre. De 3 à 7 à 12 ans, il devient un enfant. Ici, l'enfant commence à comprendre ce qu'il est et il demande à avoir des exigences. Donc, ce qui nécessite des programmes d'enseignement et d'éducation, des programmes de médecine scolaire, des programmes de sport scolaire, des programmes de vaccination. Ce n'est que cela. Et on peut mettre encore plus de détails dans ces programmes. Après 12 ans à 18 ans, c'est la phase d'adolescence, qui est la phase la plus difficile. Là, à ce moment, l'enfant est très vulnérable, il vit son impuissance et sa recherche de la découverte du point de vue anatomique, physiologique, il se développe, il change. Donc à ce moment, il exige plus et il commence à discuter, d'où l'intérêt de faire participer les enfants de cet âge à pas mal de décisions que l'État doit prendre en compte. Donc on aura des programmes de lutte contre les fléaux sociaux, la toxicomanie, le tabagisme, etc. Des programmes d'éducation et de formation, des programmes culturels, des programmes d'éducation physique et sportive, parallèlement des programmes de compétition, des programmes de lutte contre l'endoctrinement. L'exemple concret qu'on a vécu, c'était le terrorisme. L'endoctrinement pour le terrorisme est facile à avoir l'enfant à cet âge.
Donc il faut vraiment mettre des programmes sérieux de prendre en compte ces enfants qui ont cet âge de 12 à 18 ans. En plus de cela, il y a la prise en charge de maladies et traumatismes, et la prise en charge des troubles du comportement. C'est la partie pédopsychiatrie qui doit être prise en compte. Et ces programmes, lorsqu'ils sont mis en place pour telle année, ou bien pour tel programme quinquennal, ou bien triennal, il faut qu'ils soient mis à jour en fonction de l'évolution de la société. La société, si on met en place un programme en 2019, en 2025, il faut le mettre à jour parce que la société s'est développée. Vous voyez dans cette photo que j'ai mise sur place ici, tout le monde est avec l'iPhone. Donc, ces enfants sont beaucoup plus endoctrinés par ce qui existe sur l'iPhone que par l'éducation et l'enseignement qui sont fournis par le système d'éducation et de formation nationale. Pour l'Algérie, je cite à titre d'exemple quelques programmes nationaux de santé publique. Il y a le programme 2016, il y a le programme national de vaccination, anti-poliomyélite, de santé scolaire, de rhumatisme articulaire aigu, de prévention du rachitisme, des carences nutritionnelles, programme périnatalité et néonatalité, de santé mentale, de lutte contre la tuberculose et plein de programmes. Donc c'est beaucoup de choses qui nécessitent beaucoup de ressources humaines bien formées, beaucoup d'infrastructures d'équipement et beaucoup de finances. Et à ce titre, je rappelle aussi que la Convention internationale des droits de l'enfant, avec l'UNICEF, lorsque l'Algérie a adhéré à ces programmes, à cette convention, elle est sujette à un contrôle et un suivi suite à cette convention. Vous vous souvenez, ça a été fait un petit peu le buzz, il fut un temps, par la création des écoles des cadets de la nation. L'Algérie a été ciblée pour dire que l'Algérie est en train d'exploiter des enfants de bas âge pour les endoctriner dans le domaine militaire. Alors que, pour nous, pour l'Algérie, ce besoin est important. Les cadets de la Révolution sont terminés et il y a les cadets de la nation, c'est pour le futur, la sécurité future de l'Algérie. Donc c'était important. Mais ils ne nous ont pas lâché. Pour l'exemple, au total, de la naissance à 18 ans, les enfants et les adolescents représentent 30% de la population environ, peut-être plus. Leur santé physique et mentale et sociale, je dis bien physique, mentale et sociale. Le côté social a un apport important à surveiller et repose sur une prise en charge globale, associant selon l'âge les pathologies éventuelles et chroniques, bénignes ou sévères, et la qualité de leur environnement socio-familial. C'est ce qui forme un enfant pour qu'il soit un grand adulte conscient et capable. De multiples plans d'action doivent être investis dans la prévention, l'éducation pour la santé, les soins et l'accompagnement psychologique et social. Concernant le sport de l'enfant, il y a des spécialistes dans cette école, mieux nantis que moi, donc je ferai que ce diapo. En phase de croissance, l'enfant d'une année jusqu'à 18 ans, il était un bébé, il devient un homme, elle était un petit enfant, elle devient une femme, avec son physique fort et, entre guillemets, exorbitant. Donc, l'enfant subit un développement global des tissus, des fonctions métaboliques, des systèmes hormonaux, des systèmes nerveux, des organes, de la taille, du poids, du développement staturo-pondéral. Il subit aussi des modifications anatomiques et physiologiques qui doivent être prises en compte dans la pratique du sport. Ce qui fait que le sport, la pratique du sport doit être mise au service du bien-être de l'enfant et de l'adolescent, et non devenir une manifestation du désir irraisonné de victoire de l'entraîneur ou des parents. C'est juste une parenthèse. Et à ce moment, on aura deux modalités de faire le sport, soit le sport de compétition, dès le bas âge, soit le sport récréatif. Et il y a des professionnels dans ce domaine qui peuvent vont développer le sujet mieux que moi. Pour Ma santé, ma vie, la revue que nous présentons, elle est chargée, entre autres, elle se donne des missions spécifiques pour participer au développement de la santé et de la société en matière de santé sociale. Ce n'est pas de la médecine à un niveau élevé de spécialité, c'est beaucoup plus la santé au large public. Donc, elle s'occupe de la promotion de la santé dans le domaine de la santé publique, de la rédaction de thématiques et un impact sur la population, du suivi d'actualité à caractère social et médical, d'informer le large public sur les avancées en matière de recherche médicale, de sensibiliser la population sur les fléaux sociaux et leur impact sur la santé, d'attirer l'attention sur les problèmes d'hygiène et de salubrité qui ont un impact sur l'éclosion d'épidémies, et en plus de participer à des formations médicales, l'éducation sanitaire, etc. Ce ne sont qu'ici que quelques repères
qui sont pris en charge par la revue Ma Santé Maladie. J'ai terminé. Je remercie les cadres de l'École supérieure des sciences du sport et de la technologie. Je remercie la Fondation Simon de nous avoir accompagnés pour